Pour tout un tas de raisons, dès que ça a été possible, j'ai décidé de rejoindre l'American Psychological Association, que j'appelle régulièrement APA, alors que je suis pas américain et que je compte pas spécialement le devenir. Parmi ces raisons, il y avait le fait que ça me permettait de suivre des cours donnés par Thomas Theo, et ça en vrai, moi je trouve que c'est plutôt stylé. Et puis le fait que l'APA est une association agnostique, mais pas apolitique. Agnostique parce qu'elle ne prend pas parti pour telle ou telle vision, pour telle ou telle école ou courant de la psychologie, donc il n'y a pas de rejet a priori de la psychanalyse, des analyses issues du développement personnel et toutes les autres joyeusetés que je peux détester partout ailleurs, mais pas apolitique parce que, en plus d'avoir une ligne politique claire, donc le droit des personnes malades, droit à l'avortement, lobbyisme pour les droits des personnes LGBT, etc., elle se dote de 54 divisions, et chacune de ces divisions est centrée sur un intérêt ou un enjeu particulier de la psychologie. Et chacune de ces divisions organise une ou plusieurs task force, donc des groupes de discussion et de réflexion autour de certains sujets très précis. En ce moment, par exemple, il y a la BDSM Task Force qui est en train de faire émerger des réflexions extrêmement intéressantes sur plein de sujets, et notamment sur la manière de soigner les traumas. Oui, mais j'ai bien dit BDSM et j'ai bien dit soigner les traumas. Et je reparlerai, je pense. Bref, Thomas Theo, dont je parle absolument tout le temps et dont les réflexions m'ont guidé en très grande partie sur, franchement, la base de ce que je considère absolument essentiel dans tous les sujets capitaux de la psychologie aujourd'hui. Thomas Theo, je disais, il a été pendant des années le directeur de publication du journal de la division 24 de l'APA, qui s'appelle la division de psychologie théorique et philosophique. Et donc le journal, lui, il s'appelle le journal de psychologie théorique et philosophique. C'est logique. Et du coup, je voulais prendre le temps de vous expliquer pourquoi Thomas Theo, pourquoi la division 24 et pourquoi il faudrait que la psychologie s'embarrasse de la philosophie. Comme si c'était déjà pas assez compliqué comme ça. L'œuvre majeure de Thomas Theo, c'est un livre qui s'appelle Critique de la psychologie, de Kant aux théories postcoloniales. Donc c'est une histoire de la critique de la psychologie, tout bêtement, et qui commence par Kant, donc un philosophe du XVIIIe siècle. Parce que Kant, ce qu'il met sur la table, c'est une question qu'on évite souvent parce qu'elle est casse-gueule. La question, c'est quand je dis que je connais quelque chose, qu'est-ce que je connais vraiment? Est-ce que je peux connaître? Qu'est-ce que je peux connaître? Et qu'est-ce que ça veut dire connaître? En gros, ce que Kant dit, c'est que avant de regarder les objets qu'on veut étudier, il faudrait déjà regarder ce qui nous permet d'étudier cet objet, ce qui fabrique la connaissance. C'est-à-dire l'esprit. C'est ce que Kant appelle sa révolution copernicienne. Copernic, il a déplacé la Terre pour mettre le Soleil au centre, et Kant, il déplace l'objet pour mettre le sujet au centre. Ce qu'on appelle le réel n'arrive jamais brut. Il arrive déjà organisé par notre manière de percevoir le réel. Notre esprit, c'est pas une machine à comprendre des trucs, c'est une machine à réduire les choses de façon à les conformer à ce que la machine peut comprendre. Ce qui, en soi, est pas grave. Un trou noir, c'est un objet tellement lourd que la lumière ne peut pas s'en échapper. Bon, cette phrase, elle témoigne que on a acquis de façon empirique, théorique, etc., une connaissance sur un truc réel qui existe, mais cette connaissance, elle transforme forcément l'objet lui-même. C'est-à-dire que le réel transforme l'objet avant que l'objet puisse devenir une connaissance. C'est pas un trou, c'est pas noir, et c'est même pas un objet, et la lumière, c'est pas un truc non plus, et puis, même si on considère que la lumière c'est un truc, elle veut pas s'échapper des choses, enfin ça n'a pas de sens. Bon, à l'époque on n'étudie pas les trous noirs, mais on commence à poser les bases de ce qu'on appellera la psychologie, et en gros on se dit qu'il y a deux options sur la table, soit on pense que ce qui marche c'est la psychologie rationnelle, c'est une approche qui vise à déduire des vérités sur l'âme, rien qu'avec la raison, la réflexion, la logique. En gros, si on réfléchit très très fort, on va finir par avoir toutes les réponses. Soit on se dit que ce qui marche, c'est plutôt de faire de la psychologie empirique, c'est-à-dire d'observer directement ses propres pensées, son introspection, et d'en tirer des lois générales. Et Kant, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde tout ça, et il dit désolé, mais il n'y a aucune des deux approches qui tient la route scientifiquement. La psychologie rationnelle, c'est de la métaphysique, c'est-à-dire ça sait pas depuis où ça parle, et ça sait même pas vraiment de quoi ça parle, donc c'est de la réflexion dans le vide. La psychologie empirique, c'est sympa, mais dès qu'on observe l'esprit, on transforme l'esprit. C'est-à-dire que c'est impossible de mesurer ça avec la rigueur des sciences de la nature. Donc le résultat, c'est qu'au mieux, on finit par avoir des descriptions intéressantes, mais jamais une physique de l'esprit. On n'a jamais une science exacte. Et c'est ça la gifle fondatrice. Dès sa naissance, la psychologie se prend cette limite dans la gueule. Elle voudrait être une science comme la physique, avec des lois, avec des équations, des prédictions, etc. Mais quand il lui dit
Tu n'as pas les outils pour ça parce que ton objet, l'esprit humain, ne se laissera jamais traiter comme un objet matériel. Et c'est exactement ce point-là que Thomas Théo prend comme point de départ de sa critique de l'épistémologie de la psychologie, c'est-à-dire la critique de comment la psychologie prétend fabriquer du savoir. Il dit en gros, si on veut critiquer la psychologie, il faut déjà commencer par Kant, parce que Kant c'est celui qui met le doigt là où ça fait mal, en démontrant la très faible fiabilité de l'esprit humain pour ce qui est d'observer l'esprit humain. La psychologie, ça parle toujours avec des limites, avec des outils qui transforment ce qu'ils observent, et donc si on veut la comprendre, on ne peut pas faire l'économie de la philosophie. C'est la discipline qui nous oblige à dire d'où on parle, quels outils on utilise, et ce que ça fait à ce qu'on observe. Théo montre que quand la psychologie oublie ça, quand elle s'imagine une science neutre qui n'a plus besoin de réfléchir à ses propres conditions, elle devient dangereuse. Elle fabrique des catégories qui paraissent objectives, mais qui sont en fait pleines de biais historiques, sociaux, politiques, etc. Et ces catégories-là, une fois qu'elles sont appliquées à des personnes humaines, elles font du mal. On ne peut pas se permettre d'être approximatif quand ce qu'on essaye de soigner, c'est des humains. Et donc c'est ça qui va appeler la violence épistémique. C'est une violence qui ne naît pas de ce que les chercheurs seraient méchants, mais de ce que leurs concepts sont violents sans qu'ils s'en rendent compte. Et les exemples pour démontrer ça, il manque pas. Enfin, je veux dire, la psychologie coloniale, par exemple, elle a très longtemps fabriqué des tests d'intelligence qu'elle a ensuite exportés tels quels dans les colonies. Et donc, on s'amusait à tester des enfants sénégalais, algériens ou indiens avec des outils pensés pour des gamins blancs de classe moyenne aux États-Unis. Forcément, les résultats confirmaient l'infériorité des colonisés. C'était pas une découverte, c'était une mise en scène scientifique de la domination coloniale. La seule chose à laquelle ils échouaient, les colonisés, c'était à être blanc. Et ça, je veux dire, avec le recul, on aurait pu s'en douter. Du côté du genre, les échelles de féminité et de masculinité, c'était déjà une police des corps et des comportements. Elles servaient à valider un modèle de femme douce, maternante, dépendante et d'homme compétitif, rationnel, autoritaire. Quand une femme se projetait dans une carrière ou quand un homme se montrait tendre, le test l'étiquetait en déficit. C'est l'ancêtre des discours contemporains qui pathologisent encore la colère des femmes ou qui voient dans l'émotion des hommes une faiblesse qui témoignerait d'une inversion du comportement sexuel. Et exactement de la même façon, les manuels diagnostiques ont pathologisé d'abord l'homosexualité jusque dans les années 80, et puis la transidentité qu'elle a classée comme trouble de l'identité de genre jusqu'à très récemment. Là encore, c'est pas une simple erreur du passé, c'est la trace d'une discipline qui a toujours du mal à se désancrer de la norme, et en l'occurrence ici de la norme hétéro et cis. Les effets sont bien réels, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, beaucoup de personnes trans doivent passer par des cases psychiatriques pour avoir accès à leurs droits administratifs et médicaux les plus essentiels. Tout ça, ce sont véritablement des exemples de violence épistémique, ce ne sont pas des accidents isolés, ce sont des angles morts systémiques qui montrent à quel point la psychologie a besoin de philosophie critique pour révéler ses biais, pour politiser ses catégories et pour arrêter de confondre les outils et la réalité qu'ils observent. Et c'est là que la division 24 de l'APA rentre en scène. Elle existe exactement pour ça. Pour rappeler que la psychologie ne doit pas tourner toute seule comme une machine à données, mais qu'elle a besoin d'une surveillance philosophique permanente. Pas pour l'empêcher d'avancer, mais pour éviter qu'elle fonce droit dans le mur en confondant ses propres constructions avec la réalité. Et c'est exactement ça le point central, c'est-à-dire que la philosophie en psychologie, c'est pas un supplément de prestige ou de bourgeoisie, c'est pas un mot compliqué qu'on colle pour faire genre, c'est ce qui permet à la psychologie en fait de ne pas devenir une machine à produire des concepts creux ou pire, des concepts qui blessent. Parce que sans ce travail-là, on se retrouve toujours au même endroit. Des tests qui mesurent surtout une norme sociale du moment, et des diagnostics qui valident plus la morale dominante qu'ils ne décrivent une souffrance réelle. Et d'ailleurs, leur but, c'est très rarement de décrire une souffrance. Les catégories, elles finissent par peser sur les gens au lieu de les aider. Et aujourd'hui, ça continue quand on promet que l'intelligence artificielle va prédire la dépression ou le suicide, on oublie que ces algorithmes, ils apprennent sur des bases de données saturées de biais sociaux. Ceux que vous connaissez et dont vous vous doutez, liés au genre, à la race ou aux attentes de productivité de l'individu dans l'économie capitaliste, et ceux que vous connaissez pas, parce que vous êtes des produits de votre époque et qu'il y a des choses qu'on verra que de plus loin. Quand on parle de résilience ou de grit dans les entreprises, on oublie que ces beaux mots, ils servent surtout à masquer la violence des conditions de travail. Donc on continue à imposer un détour psychiatrique aux personnes trans pour accéder à leurs droits, et on oublie que le problème n'est pas dans leur identité, mais dans la construction sociale qui exige une validation médicale d'un vécu qui n'est pas encore inscrit dans la norme. Et c'est exactement pour ça que la philosophie est incontournable. Elle ne ralentit pas la psychologie, elle la rend habitable. Elle dit arrêtez de croire que vos outils parlent d'eux-mêmes et dites d'où vous parlez. Demandez-vous
ce que produisent vos concepts concrètement dans la vie des gens. C'est pour ça que la division 24, elle est là pour philosopher entre initiés, des fois, c'est possible, oui, effectivement, il y a peut-être des trucs qui sont un peu cringe dedans, mais elle est surtout là pour maintenir une exigence de la discipline, pour qu'elle ne fonce pas tout droit dans le mur en confondant ses propres constructions avec la réalité. Théo, il a passé sa carrière à essayer de marteler cette idée-là. Donc quand je dis que la psychologie a besoin de la philosophie, je parle pas d'un accessoire bourgeois, encore une fois, je parle du socle, de la fondation même de sa pratique. La philosophie, c'est ce qui permet à la psychologie de s'accrocher quelque part. Encore une fois, quand on étudie l'esprit humain, ça demande déjà un sacré travail en amont pour définir esprit humain. Le mec qui étudie les fourmis, a priori, ça va, il se débrouille. Si vous lui demandez c'est quoi une fourmi, et que quand il vous répond, vous lui demandez est-ce que t'es sûr que c'est ça, a priori, vous allez juste l'agacer. Enfin, vous n'allez pas faire évoluer son socle épistémique. Enfin, il n'a pas besoin de ça. Faire une critique de la psychologie, c'est faire l'autopsie des outils qu'elle utilise, sans les prendre pour absolus, parfaits ou même juste aboutis. La psychologie, elle a toujours envie de donner des outils. Je veux dire, on pense forcément tout de suite aux tests de QI quand je dis ça, mais c'est loin d'être le seul. Je veux dire, la TCC, c'est un outil. Bah, une fois qu'un outil a été donné et validé par la méthodologie de la psychologie, il nous reste que les lunettes de la philosophie pour aller étudier l'outil lui-même et pour se demander qu'est-ce qu'il mesure vraiment, quels sont ses présupposés, qui est-ce qu'il protège, qui est-ce qu'il blesse et comment est-ce qu'on peut l'utiliser sans le laisser décider à notre place. Faire de la psychologie critique, ce n'est pas refuser la scientificité de la psychologie, c'est dessiner les conditions d'existence et de développement d'une science qui ne peut pas se prendre pour une vérité neutre. C'est vouloir faire exister ou voir exister une psychologie en s'efforçant de ne poser aucun jugement sur les croyances, les vécus, les subjectivités qui existent dans le monde, dans toute la diversité humaine, lui permettre d'étudier l'esprit humain plutôt que sa dissonance avec la définition figée qu'on en établit tous les 20 ans à mesure que la vision dominante doit composer avec les nouvelles contradictions de son temps, de ses fréquentations et de ses tolérances.